aller sur Mars, ce n'est plus vraiment de la science-fiction, hein. C'est un projet qui prend forme là, juste sous nos yeux. Mais quel avenir nous attend sur la planète rouge? On va décortiquer aujourd'hui la vision de Stéphane Geyers qui pose une question, mais alors une question essentielle. Et si ce grand rêve de liberté se transformait en tout son contraire? Tout part de là, de cette sensation presque palpable. Stéphane Geyers le dit très bien, on sent l'effervescence du moment. Le grand voyage vers Mars, avec Elon Musk et SpaceX aux commandes, eh bien ce n'est plus une utopie lointaine. Non, chaque lancement, chaque test réussi, ça nous rapproche de ce futur. On a l'impression qu'on pourrait presque le toucher. Et alors, regardons un peu la feuille de route qu'il imagine. Geyers décrit une progression qui a l'air inévitable. D'abord, étape 1, faire des lancements en orbite un truc de tous les jours, une routine. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment dingue, construire une sorte de chantier naval spatial en orbite pour assembler les vaisseaux du grand voyage. Et le but final, rendre les allers-retours sur Mars tellement fréquents que ça en deviendrait banal. Incroyable, non? Mais attention, on ne parle pas juste de technologie, de fusée. Derrière tout ça, il y a une promesse qui est bien plus profonde. C'est l'espoir d'une nouvelle frontière, la chance de tout recommencer, de bâtir une société nouvelle, basée sur la liberté, avec un grand L. C'est vraiment cette idée-là qui est le carburant de tout le projet. Et c'est précisément là que l'analyse de Geyers prend un virage à 180 degrés. Juste après nous avoir fait rêver avec ce tableau plein d'espoir, il vient planter une graine de doute. Une question fondamentale. Et si cette belle image cachait un futur, disons, beaucoup moins rose? Voilà la phrase qui claque. La prochaine prison de luxe. Cette question, elle est choc et elle est au cœur de l'inquiétude de Geyers. Parce que, réfléchissons-y, si une seule et unique entreprise contrôle la porte d'entrée de ce nouveau monde, comment être sûr qu'il sera vraiment libre? Sans aucune alternative, sans le pouvoir de choisir, la liberté, finalement, ce n'est qu'une illusion. Bon, ça nous amène au cœur du problème, l'impossibilité, ou en tout cas l'extrême difficulté de voir naître un concurrent sérieux à SpaceX. C'est cette barrière à l'entrée, comme on dit, qui risque de transformer ce rêve en monopole. Voyons un peu pourquoi. Le premier obstacle, le plus évident, c'est le pognon, l'argent. Pour se lancer dans une aventure pareille, un concurrent aurait besoin de ce que l'auteur appelle un capital colossal. On ne parle pas de quelques millions là, on parle de dizaines, voire de centaines de milliards. C'est juste vertigineux. Alors, comment on trouve une somme pareille? Geyers explore deux pistes, et franchement, les deux ont l'air quasi impossibles. Soit un concurrent arrive à obtenir des contrats publics aussi énormes que ceux de la NASA, ce qui est peu probable, soit il trouve des financements privés en convainquant par exemple des gens richissimes de payer leurs billets pour Mars des décennies à l'avance. Dans les deux cas, on peut dire que la mission s'annonce compliquée. Donc, le message clé de Geyers, il est là. Il n'y a pas de vraie liberté sans concurrence. C'est la possibilité de choisir, d'avoir plusieurs options, qui est le fondement même de la liberté. Un monopole, même s'il part des meilleures intentions du monde, finit toujours par la limiter. Mais face à ce qui ressemble à une impasse, l'auteur ne fait pas que critiquer. Il propose une solution. Et attention, c'est une solution radicale et complètement contre-intuitive. Et voilà l'idée, le cœur de son raisonnement. La solution ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pour éviter de créer un monopole, Elon Musk devrait lui-même créer les conditions pour que ses concurrents puissent exister. En gros, il devrait aider ses futurs rivaux à se lancer. C'est fou, non? Et cette idée un peu folle, il la décline en deux actions très concrètes. D'abord, mettre toute la technologie de SpaceX en open source. Les brevets, les logiciels, les données de test, tout, hop, dans le domaine public. Ça permettrait à d'autres de partir de cette base au lieu de tout réinventer. Et deuxièmement, que SpaceX se passe progressivement des contrats publics, comme ceux de la NASA, pour ne dépendre que des clients privés et s'affranchir de l'influence de l'État. Alors là, on entend déjà les objections. Pourquoi est-ce que le créateur d'une boîte aussi incroyable ferait un truc pareil? Quel intérêt il aurait à saboter son propre avantage? Eh bien, Geyers a une réponse, et elle va bien au-delà de la logique business. L'auteur pose la question lui-même, il n'a pas peur des mots. Il parle de harakiri. Il reconnaît que sa proposition, ça ressemble à un suicide commercial. Alors pourquoi cet homme, si près du but, ferait-il un tel choix? Et la réponse, elle est sans appel. Parce que l'alternative est pire. S'il n'y a pas de concurrence privée, le seul autre acteur assez puissant pour contrôler un projet de cette taille, c'est l'État. En gardant son monopole, Musk ne ferait que préparer le terrain pour que l'État s'empare de tout, un jour ou l'autre. Et Mars deviendrait juste une extension administrative de la Terre. Parce qu'au fond, la vraie raison, elle est là. Pour Geyers, le but ultime de SpaceX, ce n'est pas juste de construire des fusées, c'est de transporter une idée, la liberté,
Et si cette idée est perdue en chemin, alors toute l'aventure n'a plus aucun sens. Il ne s'agit pas de sauver une entreprise, mais bien de sauver la mission originelle de l'humanité dans l'espace. On termine donc sur cette question qui reste ouverte et qui résume tout l'enjeu. L'avenir de Mars, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est une question de philosophie politique. Est-ce que ce sera la nouvelle frontière de la liberté humaine ou tout simplement le 51e État américain? D'après Gayès, la réponse dépend de choix courageux, radicaux, qui doivent être faits dès maintenant.